Avec vous sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On va parler de la réouverture des musées, de ce prof de philo qui est menacé par des islamistes qui assurent ses cours sous contrôle policier. Est-ce que la loi séparatisme vous semble adaptée à ce type de situation? Et puis la proportionnelle aux législatives, François Bayrou a déclaré qu'il irait jusqu'au bout de cette proposition. Pour en parler, Xavier Iacovelli, bonjour. Sénateur LREM des Hauts-de-Seine, secrétaire général de Territoire de Progrès, bonjour. Bonjour. Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Jean-Luc, vous êtes à Marseille. Bonjour. Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien. Voilà. Bonjour. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Bonjour tout le monde. Merci d'être là. On va voir ce qui a, en ce lundi matin, retenu votre attention aux uns et aux autres. Commençons avec vous, Matteo. Alors, j'ai un coup de cœur pour une initiative qui sera lancée demain par Cédrico et Adrien Taquet, deux secrétaires d'État. Une plateforme pour protéger nos enfants de la pornographie en ligne. Une plateforme qui s'appelle jeprotègemonenfant.gouv.fr. Et c'est une bonne démarche, je trouve, parce que on sous-estime souvent les dangers et la violence qui peut représenter pour des enfants des images pornographiques. Et donc, je salue cette initiative, c'est une bonne chose. J'espère que vous croyez que ça peut fonctionner quand on voit... Je ne sais pas, mais... c'est toujours une bonne initiative. C'est toujours une bonne initiative. Après, naturellement, il y a des démarches. Je voyais dans une interview très intéressante qui a été publiée ce matin par 20 minutes, qu'en fait, les secrétaires d'État parlaient d'un engagement de quelque type de la part des fournisseurs d'Internet, des moteurs de recherche, des associations de parentalité et aussi des réseaux sociaux qui ont signé le protocole. J'attends des réseaux sociaux qui le mettent en place, en particulier des réseaux sociaux, parce que, désolé, mais il y en a certains qui font même trop, je voudrais dire, et d'autres qui font trop peu. Rien, du tout. Alors Mathéo, pardon Valérie, mais ça rebondit en fait sur mon coup de ni de cœur, ni de gueule, mais plutôt éclat de rire. D'abord, évidemment, vous avez raison et qu'il faut absolument tout faire. Donc voilà, contre la pornographie, c'est effroyable. Et ils ont vu un film porno, je crois qu'à 11 ans, ils ont tous vu un film porno. Enfin, c'est épouvantable. Mais, alors, moi, mon coup de gueule ou mon sourire, c'était qui, j'aimerais savoir qui, peut-être que les auditeurs peuvent le dire, a déjà reçu une alerte sur son alerte post-Covid. J'ai évidemment mis l'application. J'en ai parlé d'ailleurs à chaque fois que je vois des gens. Enfin, c'est un gag. On prend le métro, très bien. On côtoie. J'ai un chef d'entreprise qui me disait, on a côtoyé. Là, j'avais des positifs dans l'entreprise qui sont repartis tout de suite, etc. Mais jamais. Alors, je veux dire que j'en ai assez de ces initiatives annoncées par le gouvernement. Le privé, c'est autre chose. Mais indéfiniment, on nous annonce des initiatives et on voit rien derrière. Rien. Alors, c'est peut-être la faute des gens. Non, mais je vois ce week-end, j'ai regardé sur Twitter un journaliste qui a donné son avis sur la déclaration d'Assad Traoré selon laquelle les Noirs et les Arabes ne seraient pas en sécurité en France. Il a été assailli d'insultes, de menaces de mort. Il l'a signalé à Twitter et il a publié la réponse de Twitter qui dit « Nous n'avons pas remarqué... » Thomas Lecartier, absolument. Nous n'avons pas remarqué d'infraction à notre code de déontologie alors qu'il est menacé de mort. Donc c'est vrai que je peux m'inquiéter. Mais si vous, Valérie Expert, vous permettiez de dire que peut-être vous n'étiez pas d'accord avec Assa Traoré, on vous insulterait, on vous dirait que vous êtes anti-islam, islamophobe et tout et tout. Oui, on peut se demander la question pourquoi on lui donne la parole aussi. Il y a un moment où... Mais parce que on voit qu'il y a un professeur qui est menacé de vie et on ne l'invite pas sur les chaînes publiques, alors que les chaînes publiques et les grands quotidiens, etc., font des pages entières pour des gens qui... Absolument. Désolé, ne représentent pas tout le reste et ne sont pas toujours... Un commentaire, les uns et les autres, qui est à distance, donc un petit peu plus compliqué. Jean-Luc Benamias.
Je sais pas, je verrai comment cette initiative est mise en œuvre. Ouais. Si on parle de la première initiative, celle d'Adrien Taquet, ces initiatives-là régulières, ces numéros de téléphone verts dans tous les sens, bon, très bien, on va voir. Voilà, évidemment, je pense que c'est utile. Voilà, mais est-ce que ça sera mis en place ? On verra. Alors, par contre, un coup de cœur, c'est pas habituel pour le Conseil économique et social qui a sorti un bon rapport sur l'hôpital. Ouais. Et d'habitude, ils sont quand même très tièdes. Comme souvent, Sophie, il y a très rarement de mauvais rapports au Conseil. Il y a des rapports tièdes, mais qui ne sont surtout pas écoutés ni appliqués. C'est vrai. C'est ça le malheur, oui. Ouais. Moi, juste, Valérie, si je peux me permettre de rebondir. Moi, je pense au contraire que c'est une initiative qui va dans le bon sens. Bah oui, que des plateformes de signalement et des numéros verts, même s'ils se multiplient, permettent de sauver des vies, notamment sur la question de la protection de l'enfance, sur la question des violences conjugales. Je vous rappelle qu'on a eu une augmentation des violences conjugales pendant le confinement, de façon exponentielle au niveau également des violences faites sur enfants. Et donc, moi, je rappelle les numéros, puisque je veux bien qu'on tape sur les initiatives, mais parfois, il faut aussi dire celles qui fonctionnent bien. Donc, 119 pour les violences sur enfants et 3919 sur les violences faites aux femmes. Et je pense encore une fois que ça sauve des vies. Donc, il faut aussi valoriser et plutôt accompagner ces initiatives qui vont dans le bon sens. Oui, non, mais ça va dans le bon sens. Après, aller dans le bon sens, c'est une chose. Après, il faut que le sens, il arrive quelque part. On va dans le bon sens, mais il faut qu'il y ait un but et qu'il y ait quelque chose de concret. Valérie, ça va dans le bon sens, parce que quand on a des signalements, soit dans les écoles, quand on appelle le 119 pour les violences faites aux enfants, ou qu'aujourd'hui on a et c'est déjà trop, mais on a 70 féminicides sur 2020, et notamment grâce aux toutes les plateformes qui ont été mises en place, les actions qui ont été mises en place aussi pour protéger les femmes, et on a moins 50% de féminicides. C'est toujours trop, mais on voit quand même une progression, et c'est justement grâce à l'action publique et à l'action des différentes plateformes, les SMS pour prévenir en cas d'agression, de violence, les actions aussi qui ont été mises sur le confinement au niveau des pharmacies. Oui. Voilà, tout ça, c'est des mesures, des petites mesures qu'on ne voit pas forcément au quotidien, mais qui sauvent des vies. Sophie, votre coup de gueule, c'était c'était l'appli Stop Covid. Personne que je connais, ni dans l'entreprise, ni autour, ni tous les gens que je croise, n'a jamais eu un signalement. Alors j'aimerais comprendre, d'ailleurs ça m'amuserait qu'il y ait des réactions, si jamais il y a des gens qui ont eu un signalement sur leur application Coptovid, ça me remonterait le moral, qu'ils le disent à l'antenne. Oui, appelez-nous si vous avez été... Qu'est-ce que vous voulez dire, Matteo ? Je disais que sur l'application Tous Anti-Covid, on indique que le nombre de téléchargements de cette application est actuellement, il y a une heure, c'était 12 929 000. Ouais. Mais qu'est-ce que ça donne ? Presque 13 millions. Ouais. Moi, j'ai jamais reçu. Moi non plus, jamais. Moi non plus. Jean-Luc, Xavier. Non, je n'ai pas mis l'application. D'accord. Moi, j'ai fait l'application, je n'ai pas reçu de signalement, mais c'est aussi il faut aussi que les Français qui sont positifs puissent rentrer. Oui. Alors, et c'est vrai que on peut tous télécharger l'application, mais si on l'utilise pas, effectivement, elle sera pas utile. Mais ça, c'est pas expliqué. Bah si, c'est implicite, mais c'est implicité. Oui, si vous la téléchargez. Moi, pour vous dire, j'ai été cas contact parce que mon collaborateur a été cas positif, et lui, il a reçu en tout cas des notifications par rapport à l'application. Donc ça fonctionne quand même. Oui. Peut-être que effectivement, ça fonctionne pas comme on le souhaiterait, parce que peut-être que les gens qui sont positifs ne rentrent pas leur cas positif dans l'application, mais en tout cas, l'idée était justement de responsabiliser tout le monde pour qu'on puisse faire des signalements sur nos cas contacts. Et vous avez raison, parce que dans les tests qui ont été faits, on a une entreprise privée qui réalise des tests partout antigéniques, et il avait eu un contrôle, et on s'était plaint en disant vous communiquez pas les données. Il avait dit mais si, mais donnez-nous la plateforme, et ils avaient dit oui, vous allez la voir, elle n'est pas encore au point. C'était il y a 1 mois et demi. Donc ils avaient, pour recueillir les cas positifs qui étaient testés dans les barnums antigéniques, ça a été au point depuis très récemment, depuis 1 mois et demi peut-être. Depuis pas très longtemps. On va marquer une pause, et puis on va revenir avec vous sur Sud Radio. On va parler de la réouverture des musées, instaurer la proportionnelle aux législatives, et puis ce prof de philo menacé de mort par des islamistes. Que changera la loi contre le séparatisme? À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on
on est ensemble pour le 10h midi et nous commentons l'actualité avec vous, avec aujourd'hui Xavier Iacovelli, sénateur La République En Marche des Hauts-de-Seine et secrétaire général de Territoire de Progrès, Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental, Matteo Ghisalberti, journaliste franco-italien, et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente du mouvement éthique. On va parler de nos musées, on va parler de la proportionnelle et puis de cet enseignant qui est protégé pour assurer ses cours parce qu'il est menacé par des islamistes, prof de philo. On va y revenir dans un tout petit instant. Jean-Luc Benamias, j'avais une question. Vous avez été vacciné ou pas ? Et non. Parce que la dernière fois que vous étiez, qu'on vous avait eu avec nous, vous nous disiez j'ai reçu un coup de fil de l'hôpital pour me faire vacciner. Exact. Et alors ? On m'avait prévenu, on m'avait donné une date la semaine dernière. J'en veux pas à l'hôpital, hein. Non. Pas une seule seconde. Par contre, au système mis en place, qui fait que les salariés de l'hôpital ont travaillé, ils ont fait une liste, et puis on m'appelle juste 2-3 jours après, et c'est évidemment on me dit on n'a pas reçu les doses. Et depuis, je n'ai plus de nouvelles. Oui, et mais vous êtes trop jeune. Non, mais il a des comorbidités, Jean-Luc. Ah, il a des comorbidités. Pardon. Oui. Ça va, merci, mais c'est vrai, je l'ai déjà dit à l'antenne, donc il n'y a pas de problème. Oui, des sous chimio. Je suis en chimiothérapie assez régulièrement, voilà, pour être clair. Mais passons, mon cas personnel n'est pas... Non. Là-dedans, je ne remets en cause en aucun cas le système médical au niveau des hôpitaux. Je remets en cause la façon de distribuer et la façon d'aller-retour assez incompréhensible. Parce que si l'hôpital m'a appelé, c'est qu'à un moment donné, on leur avait dit il y a des doses. Ouais. Si le rendez-vous a été pris, oui. A priori, ils n'inventent pas. Voilà, je les salue parce que ils font un travail formidable. Mais je suis pas un cas à part. Voilà, c'est assez agaçant de voir comment on obstrue un système en demandant aux gens de préparer et en leur disant non, maintenant, faut revenir en arrière. Ouais. Ça donne vraiment une impression de léger cafouillage. Alors, ils l'ont beaucoup fait, y compris dans les départements, les mairies d'arrondissement à Paris. Mais c'est compliqué, ils ne savent pas les doses qu'ils vont recevoir. C'est pas eux qui cafouillent. Là, dans le 7e, on a annoncé qu'il y aurait de quoi faire la semaine, mais pas après. En revanche, ils ont fait quelque chose, et j'espère que ça va bien marcher. Ils ont préservé les deuxièmes doses de vaccin. Ouais. Mais les doses de vaccin, pour l'instant, ils ont allongé. Ils sont à 5 semaines. Il paraît que c'est pas terrible si c'est au bout de 6 semaines. Donc, il faut faire très attention, mais ils sont complètement tributaires de la répartition des doses. Mais c'est vrai que l'organisation a été compliquée. On avait Franck Marguin qui a emmené sa maman, pareil, se faire vacciner, une dame d'un certain âge. Il y avait un rendez-vous et quand il est arrivé, on lui a dit non, le rendez-vous a été annulé, on vous a pas prévenu. Donc il y a eu effectivement, et c'est très compliqué, angoissant et stressant pour tous ces gens-là. Xavier Iacovelli, un conseil, allez à vos mairies à conseil plutôt que d'aller à l'hôpital. Oui, mais elle avait un rendez-vous. Oui, je vais faire l'avocat du diable, mais en l'occurrence, ce n'est pas 5 semaines. Alors, j'ai un retour, c'est assez compliqué. Oui, c'est pas 5 semaines, c'est resté à 4 semaines. C'est entre 3 et 4 semaines, puisque c'est entre 21 et 28 jours. Ouais. Après, qu'est-ce qui se passe après ? Après, ça marche pas. Attendez, vraiment, j'entends rien du tout. Oui, vous avez un retour. Bon, on va vous redonner la parole dans un instant. Oui, c'est Sophie, effectivement, c'est pas 5 semaines. Et 28 jours, et justement, le ministre de la Santé a souhaité, contre l'avis de la Haute Autorité, maintenir ces 21 à 28 jours parce qu'aujourd'hui, les protocoles au niveau internationaux ne nous permettaient pas d'être sûrs que si on dépassait ces 28 jours et qu'on allait sur 5 à 6 semaines, comme certains pays le font, et notamment au Royaume-Uni, on ne pouvait pas savoir si la fiabilité du vaccin était toujours présente. Et donc, en France, on reste entre 21 et 28 jours. Et dans les EHPAD, c'est même 21 jours maximum. Et c'est pour ça d'ailleurs, et vous l'avez dit, Sophie, que les deuxièmes doses sont préservées. Après, dans un monde idéal, et bien sûr qu'on a tous envie que tous les vaccins arrivent d'un seul coup. Sauf qu'on le sait très bien qu'on est aussi tributaire des livraisons des laboratoires. On a eu quand même un certain nombre d'informations qui nous ont dit dernièrement que les laboratoires avaient rétropédalé sur les plannings qu'ils nous avaient préparés. Donc on est effectivement tributaire là-dessus. Je rappelle quand même que pour avoir plus de transparence et pour permettre aux centres dans les départements, dans les villes et également dans les hôpitaux, depuis la semaine dernière, il y a une plateforme, une de plus,
mais au moins elle est utile pour nous permettre d'avoir une visibilité entre 4 et 6 semaines pour savoir exactement ce qu'on allait avoir comme livraison par département et par centre. C'est aussi ça. Il n'y a pas de stocks qui sont cachés dans les sous-sols du ministère. Mais personne n'a dit qu'il y avait des stocks. Personne n'a dit ça. Il faut aussi juste qu'on soit tous clairs. Il y a eu effectivement un objectif qui a été fixé. Les objectifs mensuels sont fixés, transparents et visibles par tous. On a dépassé les objectifs du mois de janvier. On sera certainement en dessous des premiers objectifs du mois de février parce qu'on subit effectivement les baisses de livraison, notamment de Pfizer. Et on a bon espoir que d'autres laboratoires puissent valider leur vaccin. Xavier Jacobelli, par contre, on entend toujours des ministres, des représentants du gouvernement dire qu'on est les meilleurs du monde, que la cadence est tenue, alors que ce n'est pas le cas. Surtout je ne sais pas qui vous avez entendu dire ça, mais moi, hier soir, j'ai entendu dire que, par exemple, il y a 1 500 000 personnes qui ont été vaccinées. Non, ce n'est pas le cas. Ils ont reçu la première dose. Oui, d'accord, ok, d'accord. Voilà. Ils ont reçu, monsieur Matteo, ils ont reçu la première dose et ils ont également leur deuxième dose pour 21 jours qui est préservée, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est à 1,6 million de prévus pour le mois de février. Alors préservé, ça m'inquiète beaucoup parce qu'on vient de dire, et c'est vrai qu'il n'y a pas de stock. D'abord, on sait que ce vaccin il faut qu'il soit à moins 80 degrés dans un premier temps. Après, on a droit à 5 jours au frigidaire. Donc, il n'y a pas de stock dans les frigidaires à 80 degrés. Donc, j'aimerais savoir comment la dose est préservée. Alors, c'est dans les centres pivots. Dans les centres pivots, il y a effectivement il y a 2,6 millions de doses qui sont prévues pour le mois de février. Sur ces 2,6 millions, il y a 1,6 qui sont des stocks qui sont réservés pour ceux qui ont eu leur primo-vaccin, leur première injection, au mois de janvier. Et donc, ceux-là, ils sont préservés. On ne fera pas de nouvelles vaccinations sur ces 1,6 millions. Et il y a 1 million supplémentaires qui sont pour des primo-injections, donc pour des nouveaux vaccins. Et c'est pour ça qu'au niveau des rendez-vous, il y a eu des rendez-vous qui ont été ouverts uniquement sur 500 000 rendez-vous pour les 15 derniers jours de février. Oui, on a pas mal d'auditeurs qui réagissent. Robert nous dit des nouvelles du bordel ambiant et de la loterie Covid-19 en Ariège. Surtout, n'en parlez pas. Bon, il dit, il a fait le tour des centres et effectivement, dans les 28 prochains jours vont avoir lieu à Aix-les-Bains 175 vaccinations, dans un autre centre 545 moins 31, dans un autre 237 moins 12, donc on voit qu'il y a une diminution quand même du nombre de vaccinés qui est annoncée. Et lui, il dit que ce n'est pas en raison d'une forte demande, comme le dit le site gouvernemental santé.fr, mais d'une tragique incompétence dans la gestion de la chaîne logistique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup... Ça n'a rien à voir avec la logistique, là. C'est une question de livraison. On ne peut pas inventer des doses. Ben voilà. Vous croyez aux objectifs annoncés par le président de la République ? Non. Moi, je crois parce que justement, il y a des nouveaux vaccins, de nouveaux laboratoires qui sont en cours de validation. Ouais. Donc moi, je pense au contraire qu'on peut même accélérer par rapport aux objectifs qui ont été fixés. Eh ben, on va voir. Vous ne lâchez rien, Xavier. Vous êtes parfait. Sauf que la réalité dépassera ce que vous venez de dire, bien évidemment. C'est-à-dire que les objectifs fixés par le Premier ministre et par Olivier Véran, ministre de la Santé, à chaque fois, nous donnons des dates février, mars, avril, mai, juin, et qu'on a vacciné tout le monde fin août. Enfin, vous voyez bien que c'est impossible. Et Jean-Luc, je veux bien tout ce que vous voulez, mais moi, je me rappelle des mêmes discours des gens comme vous, Jean-Luc, qui, fin décembre, début janvier, disaient « c'est impossible, on n'arrivera pas au 1 million fin janvier, c'est inadmissible ». On n'a pas vacciné 1 million de personnes. Non, on a injecté une dose. Attendez, vous disiez « c'est impossible parce qu'il faudra faire 37 000 doses ». Injections par jour. On en est à plus de 100 000 et on a passé les 1,6 million. Alors arrêtez. 1,6 million des premières doses. Et est-ce qu'on peut être fier par rapport à nos voisins ? Moi, il n'est pas question d'être fier par rapport aux voisins. Encore une fois, la vaccination, elle n'a pas de frontières. Et donc, moi, ce qui m'importe, c'est qu'on puisse répondre à la demande des Français qui est croissante sur le vaccin
et qu'on puisse tenir effectivement les objectifs d'avoir tous les Français qui souhaitent se faire vacciner d'ici le fin août être vaccinés. Est-ce que vous croyez que les tensions avec la Russie vont permettre d'avoir le vaccin russe? Parce que j'entends que le vaccin russe est bien, j'entends ça, et j'entends que Poutine est en train de politiquement, en politique étrangère, de se braquer un peu parce que effectivement les pays se liguent pour l'arrestation de son opposant, contre l'arrestation de son opposant, et donc c'est un peu curieux cette forme de mondialisation qui fait que, et il faut admirer la mondialisation parce que ces vaccins internationaux, c'est bien un des succès de la mondialisation, il faut quand même le dire. Si, quand même. Tout le monde passe des vaccins à tout le monde. Mais par contre, pour la Russie, j'espère que la politique étrangère ne va pas empêcher ça. Allez, je voulais que, donc, Xavier, votre coup de cœur, et puis on a fait un petit détour par le Covid et les vaccins. Votre coup de cœur, c'est pour le hashtag Je soutiens Julie. Racontez-nous de quoi il s'agit. Oui, c'est à la fois un coup de cœur de soutien et un coup de gueule face aussi à ce système. Nous, voilà, Julie, c'est une jeune adolescente qui, à partir de donc aujourd'hui, c'est la victime. Hein, à partir de 13 ans, en fait, elle a eu des agressions sexuelles par l'intermédiaire de pompiers qui avaient été la chercher à l'école lorsqu'elle avait fait un malaise à l'école. Et donc, il y a eu un jugement, ça a été requalifié en agression sexuelle et non pas en viol. Et en fait, ça me permet aussi, cette histoire me permet aussi de mettre en avant le travail que nous avons fait au Sénat pour avoir cette proposition de loi pour criminaliser automatiquement toute atteinte sexuelle sur mineurs, et qu'il n'y ait pas de consentement. On ne peut pas accepter qu'il y ait une présomption de consentement pour des mineurs. Et vous êtes satisfait de votre proposition et de ce qui s'est passé au Sénat avec le seuil d'âge à 13 ans Alors, je vais vous répondre parce que je m'attendais à votre question. Je vais vous répondre parce que je m'attendais à votre question. Moi, j'ai été de ceux qui ont voté l'amendement pour monter à 15 ans. D'accord. Et il y a un débat qui va avoir lieu aujourd'hui, enfin dans les prochains jours à l'Assemblée nationale, justement pour monter à 15 ans. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, la barrière des 13 ans qui avait été mise en place par la proposition de loi Billon était, à notre sens, un premier pas, mais pas assez loin. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, ça nous permettait, ça permet de criminaliser un acte qui aujourd'hui n'était pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le droit actuel, et c'est ce qui s'est passé dans cette affaire-là, c'est que le juge peut chercher le consentement. Il n'y a pas une systématisation de la criminalisation d'une atteinte sexuelle sur mineur. Et donc, par cette proposition de loi, effectivement, on ajoutait un droit supplémentaire et on protégeait plus les enfants de 13 ans. Alors, je vous rappelle qu'on a 13 ans jusqu'à ses 14 ans. Et donc, tout l'enjeu du débat parlementaire et de la navette parlementaire avec l'Assemblée nationale, c'est faire en sorte que cet âge monte maintenant à 15 ans, c'est-à-dire jusqu'à ses 16 ans. D'accord, très bien. On marque une pause et on se retrouve, Jean-Luc, dans un instant. C'est l'heure de la pub et je vous donne la parole dès le retour de la pub. À tout de suite, on est ensemble sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi avec Matteo Ghisalberti, Xavier Iacovelli, Sophie de Menton et Jean-Luc Benamia. Jean-Luc, vous vouliez réagir sur ce qui était dit précédemment et puis votre coup de gueule qu'on n'a pas eu. Allons-y. C'était sur Julie. Effectivement, très bien. C'est un scandale absolu. Ce qui est un peu scandaleux aussi, c'est que samedi, je crois, 40 femmes, à l'initiative des Femmes, manifestaient qu'elles ont été arrêtées et qu'elles ont pris chacun une amende. Parce qu'elles protestaient contre le jugement tel qu'il a eu lieu. Voilà, je voulais juste te dire. Voilà, mon coup de cœur, mon coup de gueule maintenant. Faut l'inventer celui-là, et on en a parlé cette semaine évidemment. C'est quand on est coincé dans un embouteillage et qu'on dépasse 18 heures, on est donc responsable du fait de ne pas avoir prévu qu'il y avait un embouteillage. C'est assez intéressant comme notion. À chaque fois, je ne sais pas pourquoi ce gouvernement et ce ministre de l'Intérieur en rajoutent couche après couche. Quand on est coincé dans un embouteillage, c'est que souvent, c'est pas uniquement pour partir en vacances, c'est qu'on essaie de rentrer du travail, on essaie de rentrer, d'avoir été chercher ses enfants à l'école ou ses enfants ici ou là à la crèche. Et globalement, alors vraiment là, ça dépasse un peu l'entendement parce que je considère, et on est nombreux à le considérer, que nos concitoyens, et d'ailleurs le Premier ministre le dit régulièrement, font vraiment tous les efforts nécessaires à 95%. Mais que là, ça dépasse. Voilà. C'est drôle de mesure.
bon, ça peut rapporter à l'État, très bien, mais allez expliquer aux conducteurs et aux conductrices qu'il est 18h15 et qu'elles ont été prises dans un embouteillage parce qu'il y avait un accident, parce qu'il y avait un incident sur la route. Oui, mais Jean-Luc, si vous êtes un plus parisien, vous avez la double peine, en plus de toute une quantité abnorme de pistes cyclables qui rétrécissent encore plus la chaussée et qui rend impossible la vie des Parisiens. Impossible. Ouais. Et juste, c'est un auditeur fidèle, Xavier, qui m'a signalé un coup de gueule qui va dans ce sens-là. C'est à Elbeuf, il faut le signaler. Des infirmières dénoncent la distribution abusive de PV par la police municipale. Donc elles sont verbalisées, elles se garent souvent mal, elles le reconnaissent parce qu'elles ont du matériel à charger dans leur voiture devant les pharmacies. Et plusieurs infirmières dénoncent cette tolérance zéro. Elles ont beau montrer leur carte d'infirmière, elles sont verbalisées systématiquement et visiblement c'est quelque chose d'assez fréquent là-bas. Il y en a même une dont le véhicule a été enlevé par la fourrière, elle avait tout son matériel dedans, elle n'a pas pu le récupérer tout de suite. Donc voilà, oui, la loi c'est la loi. Évidemment qu'il faut rentrer avant 18h, évidemment qu'il ne faut pas se garer en double fil, mais visiblement il y en a qui font des excès. Valérie, il y a un vrai sujet, parce que si j'ai bien compris, parce que c'est arrivé à tout le monde, il y a une marge de manœuvre qu'ils n'ont pas. Oui, pardon, oui. Oui, là c'est plutôt, d'après ce que vous dites, Valérie, c'est plutôt la police municipale. Donc ça veut dire que c'est la responsabilité du maire. Ouais. Et en l'occurrence, il y a un certain nombre de communes qui, notamment pour les professions libérales, comme les infirmières ou les médecins ou SOS médecins, ont aujourd'hui à la fois soit une tolérance, soit une capacité de stationner gratuitement lorsqu'ils sont en exercice. C'est quand même pas normal, effectivement, que à la fois les infirmières doivent payer des contraventions et payer simplement aussi leur parking lorsqu'elles vont faire une piqûre à 5 € à domicile. Bien sûr. Alors Thomas Caillot, qui est élu à la mairie d'Elbeuf, il est adjoint à la tranquillité, ça ne s'invente pas. Les agents municipaux respectent les consignes, la tolérance zéro, on ne fait pas de passe-droit. Nous sommes garants du bon fonctionnement de la ville. Une voiture et un trottoir est un trottoir. Une voiture sur un trottoir, ça peut gêner les poussettes. C'est vrai que c'est... Non, c'est intolérable. Je veux dire, un monde sans exception est un monde invivable, est un monde de bêtises. Je veux dire, l'exception confirme la règle, on le sait. Il y a des gens qui sont utiles dans une période particulière, mais il est vrai que pour le personnel qui met les PV, il y a évidemment des gens qui sont imperméables à tout, mais en général, ils vous disent, moi, j'ai pas le droit. Donc, ils respectent la loi, on peut dire bêtement dans certains cas, mais voilà. Absolument. Allez, on a fait notre tour de table un peu long, mais c'était tout à fait intéressant. Est-ce que vous voulez qu'on commence peut-être avec les musées? C'est un peu la question du jour. Roselyne Bachelot a assuré ce matin qu'une réouverture des musées et des monuments pouvait être possible dans les prochaines semaines. Il faut que le nombre de contaminations et la pression sur le système hospitalier soient dans un mouvement de décrue. On a souvent eu ce débat sur la cohérence de fermer ou non les lieux de culture, les musées. C'est vrai qu'en absence de touristes, de cars de touristes, etc., on pourrait imaginer que les jauges soient faciles à appliquer. Ouais, c'est ça. Enfin, il y a les Français qui pourraient, en tout cas, remplir leur musée, d'où l'intérêt aussi d'avoir une ouverture localisée éventuellement, et avec, bien sûr, sans de queue en dehors des musées, mais que des réservations en ligne et, comment dire, des contrôles bien distancés à l'extérieur. On ne pourra plus voir les scènes qu'on voyait au Louvre, à côté de la pyramide. Mais je pense qu'effectivement, il faut faire quelque chose, et je vais même plus loin. C'est pas la culture, mais c'est quand même un peu la culture, c'est-à-dire les fameux bars et restaurants. Moi, j'ai toujours trouvé assez bête de fermer aussi les terrasses et au moins de donner la possibilité aux gens de rester dehors, parce qu'il ne faut pas oublier, on est dehors. Souvent, on apporte le masque jusqu'à quand on prend la gorgée de bière ou de boisson qu'on est en train de boire. Et puis, justement, là, il y a une polémique parce que on dit c'est toute une légalité le fait que certains bars continuent à servir
les boissons à des clients qui restent sur le trottoir. Je dirais même, mais pourquoi ne pas mettre un toit sur les trottoirs pour pouvoir permettre aux gens de ne pas s'agglutiner? Justement, c'est pour ça qu'il faut éviter de rester trop l'un à côté de l'autre. Ouais. Et s'il y avait plus de bars ouverts au moins de cette façon, on pourrait avoir moins d'attroupements concentrés. Ouais, enfin, quand on est face à face, c'est l'argument qui est donné par les médecins. Mais sur les musées, en Italie, ça se passe comment? Ils ont commencé à rouvrir. Il y a justement seulement les Italiens, grosso modo, qui y vont. Ils sont très stricts dans l'application des règles, apparemment. Je n'ai pas de confirmation personnelle. Les Italiens, c'est strict. Parfois, oui. La preuve, c'est qu'on a un maximum 14 000 de cas par jour, mais en même temps, on a vu aussi les scènes de la movida, entre guillemets, depuis que les restaurants ont ouvert jusqu'à 18h. Qui inquiète. Après, selon les médias, les gens avaient aussi pas mal les masques, même à l'air ouvert, mais il y avait effectivement des concentrations importantes. Un auditeur m'envoie, c'était plutôt en lien avec ce qu'on disait avant, à Martigues, 97 personnes verbalisées dans un bar à chicha pendant le match OM-PSG. Là, pour le coup, ce ne sont pas des infirmières. Voilà, et effectivement, ils sont à l'intérieur aussi. Les musées, vous en pensez quoi, Xavier Iacovelli? Écoutez, moi, je pense que à la fois Roselyne Bachelot fait tout pour mettre une pression pour réouvrir le plus tôt possible les musées. Je pense que ça va dans le bon sens. Après, je comprends aussi la volonté des médecins qui, eux, voient le côté médical et éviter le brassage de personnes. Mais je pense que les musées ont travaillé sur des protocoles avec le ministère. Il faut les faire respecter après. Pour pouvoir réouvrir progressivement les musées. Je pense que c'est important de retrouver une vie aussi progressive. Après, il faut aussi être conscient que on dépend de l'évolution de l'épidémie, et c'est vrai que si elle repart, ces réouvertures ne pourront pas avoir lieu, mais je souhaite vraiment qu'on puisse rouvrir très prochainement ces lieux de culture et les musées en particulier. Alors au sein d'Éthique, on s'occupe justement de cette question, puisque les boîtes privées qu'on a, c'est elles qui font les tests antigéniques, et ça fait maintenant 4 mois ou 5 mois qu'on a proposé des barnums devant un théâtre ou devant un musée, avec test immédiat, réponse dans les 10 minutes, etc. On a quand même eu une fin de non-recevoir qui a duré 4 mois. Alors depuis 8 jours, effectivement, on nous demande comment ça se passe, pourquoi, etc. Mais la préparation, non, il n'y a pas eu de préparation. Cela dit, ce qui est vrai en revanche, c'est que Roselyne Bachelot n'a pas cessé d'insister pour qu'on ouvre ça. Maintenant, elle est obligée effectivement de compenser un peu son enthousiasme en disant si les chiffres le permettent. Mais je crois que ce n'est pas une question de chiffres, parce qu'on a un numerus clausus dans un grand musée, on fait le test à l'entrée, on sait que ça ne va pas être des jeunes qui vont faire la bringue à l'intérieur, on ne se parle pas, on est distancé devant une œuvre d'art. Je pense que ce serait quelque chose pour... Et puis on a un droit. Enfin, qu'est-ce qui se passe sur ce droit à l'expérimentation en France? Je veux dire, on l'a, ce droit. Il n'y a qu'à prendre un musée et tester. Jean-Luc Benabias. Il n'y a rien de plus simple, si on veut ouvrir des lieux, que d'ouvrir les musées. Je rappelle que dans les musées, il y a de la sécurité à l'entrée et il y a de la sécurité quasiment dans chaque salle. Absolument. C'est-à-dire que la surveillance peut être absolument totale. Après, on met des jauges. Voilà. La question n'est pas là pour le gouvernement, me semble-t-il. C'est que si on commence à faire une exception, il y a d'autres lieux où on fera d'autres exceptions. Ouais. Mais peut-être qu'à un moment donné, et je l'espère en tous les cas, on arrivera à faire un certain nombre d'exceptions pour que l'ensemble de nos concitoyens puissent retrouver une vie à peu près normale. Je dis bien à peu près normale. Et il y a plein d'exceptions comme ça qui pourraient être mises en place au fur et à mesure, le plus rapidement possible. Voilà. Et pour l'instant, c'est dommage pour Roselyne Bachelot, mais pour l'instant, par rapport au monde de la culture en particulier et en général, elle n'a strictement rien obtenu. Véronique, elle nous dit test antigénique, 2 en 45 minutes, un positif, un négatif. Voilà. Il y aura des exceptions, mais de toute façon, c'est pas pour ça que... On doit faire avec. Non, ce que je dis, que bien sûr, il faut ne pas oublier que nous sommes dans une situation grave, compliquée, parce qu'effectivement, en plus, il y a ce variant anglais qui arrive et qui inquiète. Surtout le sud-africain et le brésilien. Tous les variants. Par contre, excusez-moi, ça fait 1 an qu'on vit cette chose, et ça fait 1 an qu'on arrive toujours après
Après. Donc, désolé, mais pas plus tard qu'il y a 2 semaines, quand j'étais encore ici sur ce plateau, l'un des autres invités m'a dit que j'étais un souverainiste parce que je disais qu'il fallait contrôler un peu plus les frontières quand on parlait de virus. Là, enfin, on est arrivé à faire un peu plus de contrôle. Moi, je suis pas pour arrêter les personnes au-delà de la frontière. Enfin, je suis le premier à la limite intéressé de passer une frontière. Mais je ne vois rien de compliqué à contrôler effectivement que les personnes, à part les frontaliers, à part les transporteurs, qui puissent être effectivement testés et savoir si on importe une variante. Absolument. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de ce prof de philo menacé par des islamistes. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. L'actualité, c'est ce prof de philo qui était ce matin sur Sud Radio, Didier Lemaire, enseignant qui est menacé. Il est sous protection policière. Il avait publié une lettre ouverte dans l'Obs pour défendre Samuel Paty, un fervent défenseur de la laïcité. Il est engagé dans des actions de prévention de la radicalisation et il alerte. Écoutez ce qu'il disait ce matin. Mais je crois que je suis contraint de jeter l'éponge parce que suite à cette lettre dans l'Obs, des propos calomnieux, des menaces dans la ville de Trappes ont circulé et donc maintenant je ne suis plus en sécurité. Oui, ça, les propos après la mort de Samuel Paty, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui. Et alors, c'est quel type de menace? C'est avec vos élèves, avec des parents, avec d'autres personnes? Avec mes élèves, non. En revanche, au retour des vacances, oui, mes élèves m'ont demandé pourquoi j'avais écrit un texte contre eux. J'ai essayé de leur expliquer que j'écrivais un texte pour eux, mais je souhaitais garder mon espace de liberté pédagogique et donc je n'ai pas voulu donner suite à des explications de texte concernant cette lettre. Dans l'établissement, il y a quelques collègues surveillants qui n'ont pas non plus compris ce texte et qui ont pensé que je stigmatisais une population, que j'étais raciste, que mes propos pouvaient être haineux. Et puis, dans la ville elle-même, sur les réseaux sociaux, apparemment, la lettre a beaucoup circulé et beaucoup d'accusations ont été portées contre moi. Voilà. Une réaction, est-ce que vous avez entendu Jean-Luc Benamias? Ça continue. Bah oui. Et c'est pas totalement étonnant, malheureusement. La pression islamiste des salafistes, la pression de différents autres mouvements intégristes est très forte. C'est malheureusement pas nouveau. Maintenant, on en parle. Mais chacun sait que dans certaines de nos cités et certains de nos collèges et lycées, c'est pour les enseignants, notamment les enseignants en philosophie, en histoire, c'est très 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 difficile de gérer tout cela. Ça demande une présence extrêmement forte d'adultes, autres adultes que les enseignants, dans la formation à la citoyenneté et à ce qu'est la République française. Je pense qu'il y a à ce niveau-là un retard qui a été accumulé, qui n'est pas un retard dû uniquement au gouvernement que nous avons aujourd'hui, bien évidemment, mais il y a vraiment beaucoup à faire pour réussir à ce que nos enseignants et enseignantes puissent faire éducation, puissent faire profil généralisé sur ce qu'est aujourd'hui la société. Et là, on atteint le summum quand cet enseignant qui avait fait un texte dans le Nouvel Obs, Nouvel Obs, et subit ce qu'il subit, et est obligé de le déclarer. Oui, et vit sous on peut plus continuer à dire que c'est très difficile. Je vous comprends très bien, Jean-Luc. On sait que c'est horriblement difficile, mais on peut plus continuer à dire ça parce que ça empire. On va aller jusqu'où? On a des ennemis. On n'y arrive plus. Et on a pris en plus dans cette loi qui est discutée actuellement à l'Assemblée des décisions, mais stupide en ce qui concerne l'enseignement à distance des boîtes privées qui étaient formidables. Je pense au cours Atmer, à toutes ces entreprises qui s'occupaient d'enfants qui étaient à l'étranger ou d'enfants chez eux qui avaient des difficultés. Sous prétexte de la lutte contre l'islamisme, parce qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école républicaine, on a mis des barrières à tous ceux qui veulent s'inscrire avec une technostructure incroyable. Il faut 6 mois, ils ont perdu 50% de leurs élèves. Je veux dire qu'on ne peut pas continuer à prendre les mauvaises méthodes. Enfin, il va falloir faire
faire quelque chose. Ça fait des années. Hein. Je vous recite ce professeur. Il dit: j'ai écrit au président de la République en 2018. Oui. Depuis, j'ai vu plus de transformations à Trappes qu'en 18 ans. Il y a 20 ans, la synagogue brûlait, les Juifs, puis un peu plus tard, les Portugais s'en allaient. Aujourd'hui, ceux qui s'en vont sont les musulmans modérés et les athées. Il n'y a pas un seul coiffeur mixte à Trappes. Les femmes maghrébines ne peuvent pas entrer dans un café. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour moi demain, dit-il. On propose d'aller dans un autre établissement. Donc c'est ça la solution, c'est de déplacer le problème. Donc est-ce que vous comprenez? Alors, oui, Mathéo. Le problème, c'est que pendant au moins 20 ans, il y a eu des forces politiques, désolé, mais ils sont tous de gauche, qui nous empêchaient de parler. Parce que c'était islamophobe, c'était raciste, alors que le problème était sous les yeux de tout le monde. Et puis, désolé, il y a aussi une partie de responsabilité dans l'administration de l'État. Parce que d'un côté, on a vu ce qui s'est passé avec Samuel Paty, qu'à la limite, il devait se justifier lui aussi de ce qu'il avait fait, alors qu'il avait tout à fait le droit de le faire. Et puis, désolé, mais quand il y a des maires qui font, des yeux doux à des associations qui sont un peu douteuses dans la gestion de leur argent, ou bien qui ne respectent pas les valeurs de la République, désolé. Si le maire continue à avoir un comportement de ce type, on peut le destituer, on peut refaire d'autres élections. Je ne sais pas. Xavier Iacovelli, vous êtes... sénateur des Hauts-de-Seine, est-ce que ce type de situation vous revient aussi ? Oui, bien sûr. Et moi, je suis complètement d'accord avec Mathéo sur la responsabilité aussi des élus locaux. C'est-à-dire que beaucoup d'élus locaux, alors pas de la majorité, mais on a des élus locaux qui ont aussi joué de ce communautarisme à des fins électorales. Ça, on le sait. La ghettoisation, quand on a des villes avec plus de 70% de logements sociaux ou 80% de logements sociaux, et qu'on n'organise pas la mixité et qu'on entretient cette paupérisation de nos concitoyens en ayant aussi cette gestion du DALO qui, au niveau national, qui pose un vrai problème. Effectivement, on concentre les problèmes sociaux dans des quartiers, on ghettoise, il n'y a plus de mixité, et la mixité la plus importante, c'est d'abord à l'école, mais sauf qu'on ne peut pas faire de mixité à l'école lorsque autour des écoles, on n'a que des concentrations de pauvreté. Et donc, moi, je pense qu'il y a une réponse à la fois sociale à apporter, une réponse aussi sociétale et de sanctions. Et puis, moi, je note, alors moi, c'est pas encore, le texte n'est pas encore arrivé au Sénat, puisqu'il est aujourd'hui à l'Assemblée, mais il y a à la fois ce délit de séparatisme qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée. Alors, c'est peut-être symbolique, mais au moins, il y a eu maintenant une sanction qui peut s'appliquer. Je pense que c'est aussi important. Et puis, il y a aussi, pour la première fois, un délit d'entrave à la fonction d'enseignant. Je pense que c'est aussi important de pouvoir soutenir ce texte. Alors, certains diront que ça ne va pas assez loin, certes. Je pense que de toute façon, ça ne va forcément jamais assez loin, mais c'est un premier pas. Et moi, je pense qu'il faut une mobilisation et une unité nationale sur ces questions de défense des valeurs de la République, parce qu'effectivement, il est inconcevable que des enseignants, et au-delà des enseignants, l'ensemble des fonctionnaires puissent être aujourd'hui attaqués sur les réseaux sociaux, des menaces de mort. Et là, il y a aussi une responsabilité qui sont souvent complices. Qui sont souvent complices en laissant faire, on en a parlé en début d'émission, mais les réseaux sociaux qui laissent faire et qui laissent ce genre de menaces. Et d'ailleurs, on le voit même sur les commentaires de Facebook sur Sud Radio ce matin. Oui, le problème n'est pas forcément non plus les réseaux sociaux. Il y a un problème de fond, c'est un peu l'œuf ou la poule. C'est-à-dire que vous dites qu'il y a une ghettoisation, mais quand on écoute cet enseignant, la ghettoisation, elle s'est faite d'elle-même. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des Juifs à Trappes, il y avait des Portugais, il y avait toute une mixité sociale. Non, c'est pas le fait d'elle-même, Valérie. Valérie, elle s'est pas fait d'elle-même. Elle s'est fait parce que les élus n'ont rien fait localement. Ou l'ont favorisé aussi. Lorsqu'on voit dans n'importe quelle société, dans n'importe quelle ville, une paupérisation de sa population, et ben on fait en sorte de construire du logement intermédiaire, du logement privé, de l'accession sociale, on fait venir du commerce,
on ne concentre pas. Oui, c'est vachement difficile, ça. Encore une fois, c'est l'œuf et la poule, parce que ça existait. Vous avez des villes où il y avait des commerces, ils sont partis. Vous avez des médecins qui ont quitté certains endroits dans le 93, en Seine-Saint-Denis. Donc il y a un moment aussi où ça n'est pas possible compte tenu du comportement de certains. Quand vous avez des coiffeurs non mixtes, comment on a laissé faire des choses comme ça? Jean-Luc Benamias. Ce phénomène a touché l'ensemble des maires, quelle que soit la formation politique à laquelle ils appartiennent. L'ensemble. Et ça ne touche pas que certains quartiers. Ça touche tous les quartiers en difficulté, quelle que soit la ville, quel que soit le département, quelle que soit la région. C'est l'un des phénomènes les plus délicats, les plus difficiles à régler, puisqu'on a laissé se concentrer depuis là plusieurs dizaines d'années des nœuds de pauvreté absolue et des nœuds à côté de communautarisme dont on a vu la naissance et qu'on n'arrive pas à arrêter. Et, excuse-moi Xavier, je ne t'agresse pas en disant cela, quelle que soit la formation politique, un certain nombre de maires, je ne dis pas tous, un certain nombre de maires ont joué dans les années antérieures avec ces communautarismes. C'est ce que j'ai dit, donc tu ne m'agresses pas, c'est ce que j'ai dit de la majorité. Je suis d'accord. La majorité, mais c'est un élément de langage. J'entends bien, je le dis et je ne t'agresse pas du tout, je dis ça a touché tout le monde. Et là je dis, malheureusement, ça n'est pas. Je vis à Marseille, je suis dans les Bouches-du-Rhône, avant je vis en Seine-Saint-Denis. Ça ne sont pas que 2 départements. Ça touche même des zones très éloignées, dans des milieux ruraux où des cités ont été au fur et à mesure des cités de très très grande pauvreté. Et qui dit grande pauvreté dit possibilité pour des sectes, pour des mouvements intégristes, notamment les salafistes, mais ce ne sont pas les seuls, de s'implanter parce qu'ils sont intelligents, ils sont malins, ils rendent des services. En tout cas, ils font comme s'ils rendaient des services. Oui. En fait, quand on a enlevé les services publics aussi dans un certain nombre de quartiers, ceux qui ont pris le relais, c'est souvent justement les communautés, les salafistes, et qui ont pris le relais des pouvoirs publics. Et c'est bien tout le problème, c'est-à-dire que quand on a délaissé ces quartiers-là, quand la République s'est retirée, on a laissé la place à ces extrémistes et à ceux qui portaient effectivement cette idéologie. Pour aller plus loin, excusez-moi, je finis vite. La présence faite par la communauté turque sous direction d'Erdogan dans un certain nombre de départements est absolument scandaleuse, prégnante. Je sais que c'est difficile, très difficile pour l'État français par rapport à cela, mais c'est un phénomène qui existe au-delà des salafistes. Et là, il s'agit des frères musulmans. Oui, c'est évidemment. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on va parler de la proportionnelle qui revient dans le débat. C'est François Bayrou qui appuie cette idée de remettre de la proportionnelle dans le scrutin. Et il dit « Je ne me lance pas dans cette bataille pour la perdre ». C'était dans le Parisien hier. Et c'est vrai que plusieurs partis, le MoDem, le RN, l'UDI, Europe Écologie Les Verts, demandent à Emmanuel Macron d'instaurer la proportionnelle aux législatives de 2022. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est indispensable pour justement faire face à cette défiance, à cette crise de confiance des politiques? Je ne sais pas, alors peut-être qu'on va poser la question aux politiques, Jean-Luc? Non, il faut poser la question aux non-politiques. Ça fait combien de présidentielles que les différents présidents annoncent qu'ils vont passer à la proportionnelle, et puis le temps passe, et puis on ne le fait pas. C'est une des solutions, me semble-t-il, pour que nos concitoyens retrouvent un peu de confiance dans le Parlement, c'est-à-dire qu'il soit plus représentatif de l'ensemble des votes des Françaises et des Français. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut une dose proportionnelle, la proportionnelle intégrale ? Moi, je crois que c'est tout à fait gérable, tout ça, et ça permettrait effectivement à l'ensemble des formations politiques françaises d'être justement représentées au niveau du Parlement, parce que pour l'instant, chacun voit bien que la représentation n'est pas égale au vote des Français, quelles que soient les législatives. Encore une fois, je le dis, ça ne date pas de la nouvelle majorité, ça ne date pas du président de la République d'aujourd'hui, ça date il y a très longtemps. Il y avait eu un essai qui avait été fait, rappelez-vous, en 1986, sous le gouvernement, à la demande de Rocard, si je me rappelle bien. Non, Rocard était contre, d'ailleurs, c'était la demande de Mitterrand et de Fabius. Voilà. La France était quand même gérable, on l'a vu. Voilà. Ça me paraît
indispensable, et de toute façon, un jour ou l'autre, on y arrivera. Non, mais indispensable. Mais je finis. C'est plus le sujet d'un jour ou l'autre, là. Il faut le faire. C'est comme tout. Ça traîne indéfiniment. Ça détériore le climat. Oui, quand vous avez 45% des Français prêts à voter Marine Le Pen, on peut pas avoir 3 ou 4 députés le pénistes. Je suis désolée. C'est pas ma tasse de thé. C'est pas du tout le Front National. C'est plus le Front National, d'ailleurs. A peur de perdre sa majorité. Oui, non, mais ça nous est égal. Je veux dire que quand on gouverne, on a un peu de hauteur de vue. On ne peut pas avoir un pays qui décide, qui donne des sondages absolument stupéfiants à Marine Le Pen avec 3 députés à l'Assemblée, même si ça nous est très désagréable quel est ce score. Alors, si je peux apporter mon témoignage de citoyen d'un pays où il y a la proportionnelle, il y a la proportionnelle même un peu trop. Absolument, non, voilà. Nous, on vit à la limite le problème opposé, dans le sens qu'il faudrait. On a eu une période dans laquelle nous avions un système majoritaire corrigé, en tout cas à 25% par la proportionnelle, et ça allait plutôt bien parce qu'il y avait plutôt de stabilité. Ici, par contre, effectivement, il ne faut pas oublier que nous avons en France non seulement une absence de la proportionnelle, mais on a le double tour. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On peut décider de supprimer l'un des deux choses, par exemple. En tout cas... Quel est le rapport avec le double tour ? Parce que de toute façon, il y a déjà une sélection après. Oui, c'est vrai. Il y a un biais qui est démocratique, je veux dire, je l'appelle biais, c'est peut-être un mauvais mot. Oui, c'est pas une vraie proportionnelle, puisque c'est finalement... pas une vraie proportionnelle, on la corrigerait de toute façon. Mais en plus, tout le monde a peur de ce mouvement, du Rassemblement national, etc. Mais laissez-le gouverner. Après, on verra, c'est casseront les dents aussi comme tout le monde. Et stop. Mais en plus... Ils sont beaucoup plus responsables au pouvoir. S'il y avait la proportionnelle, le Front National ou le Rassemblement National ne serait justement absolument jamais majoritaire dans le pays. D'ailleurs, il y aurait un parti politique majoritaire à lui tout seul. Mais j'ajoute... Oui, allez-y, Xavier, pardon. Allez-y, Xavier Iacovelli. Ouais, moi, à titre perso, je suis opposé à la proportionnelle. Alors, je vais vous dire pourquoi. C'est soit on fait la proportionnelle intégrale, et dans ces cas-là, on assume le fait de déconnecter les députés des territoires et de se dire que pourquoi nos députés, ils sont là pour faire la loi, ils sont pas... Attendez, juste... Non, mais tu as été élu à la proportionnelle. Non, mais moi, je suis sénateur, je suis pas député. C'est pas la même chose. Non, mais attends, moi, je ne suis pas élu directement par les citoyens, je suis élu par les élus. Donc, c'est pas la même chose. Non mais d'accord, sauf que moi je vais toujours sur des scrutins sur mon nom au scrutin direct, donc il n'y a pas de souci. Mais moi voilà mon point de vue, c'est que je pense effectivement que soit on assume le fait de déconnecter les députés complètement. Pourquoi déconnecter ? Je peux finir une phrase ou comment ça se passe ? Oui, allez-y. Il faut expliquer. Donc, soit ça, soit effectivement, je suis opposé et on reste avec des députés qui représentent des territoires et qui sont au plus proche des gens. Mais moi, je pense que la dose de proportionnelle, une dose de proportionnelle, ça va favoriser les apparatchiks, tous ceux qu'on n'arrive pas à faire élire sur leur nom, on va les faire élire sur des listes. Et je trouve que c'est la prime à l'apparatchisme. Et moi, à titre personnel, je suis opposé. Voilà. Je pense qu'il faut, si on veut avoir de la confiance dans nos représentants, il faut qu'on connaisse nos représentants, qu'on puisse les côtoyer régulièrement et qu'ils puissent réellement nous représenter et pas seulement. Sinon, on en vient comme des conseillers régionaux ou qu'on ne connaît pas forcément sur son territoire. On connaît le président ou la présidente du conseil régional et on ne connaît pas ses conseillers régionaux sur le terrain. Mais je ne comprends pas vraiment ce que vous dites quand vous dites des députés déconnectés. En quoi des députés MoDem, ELV ou Rassemblement National seraient plus déconnectés que d'autres députés. Mais ça n'a rien à voir avec l'étiquette, Valérie. Ça n'a rien à voir avec l'étiquette. C'est le mode de scrutin. Si on fait à la proportionnelle, on votera des listes, on votera des partis, on ne votera plus des gens. C'est ça le problème. On n'est pas obligé de voir des listes. C'est pas comme ça, l'Italie. Il ne t'a pas échappé, Xavier, qu'aux dernières élections législatives, on n'a pas élu des essais. On a élu une marque. C'est très bien. Est-ce que c'est bien ? On a élu une marque. Voilà. Est-ce que c'est bien pour autant ? Est-ce qu'on peut accentuer ce sentiment de voter pour une marque ?
Oh, une marque ou un parti, vous jouez sur les mots. Le fait de déconnecter les députés, on reproche toujours aux députés de ne pas être connectés avec la réalité du terrain. Oui, mais Xavier... Là, on a institutionnalisé le fait de les déconnecter. Moi, je peux vous dire que j'ai reçu un petit fascicule dans ma boîte aux lettres de mon député que je ne connaissais pas et dont je ne connaissais pas le nom, je ne sais pas qui c'est. Donc voilà, mais c'est... Vous le connaîtrez encore moins quand il sera élu à la proportionnelle. Mais pourquoi? Expliquez-moi pourquoi. Il n'aura même plus à faire de compte-rendu dans sa circonscription. Mais expliquez-moi pourquoi. Parce que ça sera des listes. On votera pour des listes. On votera pour des étiquettes politiques et non plus pour des gens. On votera pour le patron de la liste. C'est ce qui se passe maintenant, depuis des années, au système majoritaire. On vote parce que le président a été élu. On vote pour une marque. Je ne dis pas quelle qu'elle soit. Point barre, on ne vote pas pour des gens. Et donc, à la proportionnelle, ce sera la même chose. Le député, il existe s'il est implanté sur le terrain. La députée, c'est la même chose. S'il est implanté sur le terrain. Et s'il est implanté sur le terrain, il va être reconnu. Mais aujourd'hui, mais c'est pas valable que pour cette majorité-là, il y a plein de députés qui finissent leur mandat. Ils sont toujours aussi inconnus qu'au démarrage. Bien sûr. Mais justement, on va accentuer cela en faisant la proportionnelle. Ou sinon, il faut l'assumer. Mais moi, je ne suis pas contre. Dans ces cas-là, il faut assumer une proportionnelle complète. Mais on ne peut pas avoir une dose de proportionnelle où on va avoir des recasés sur des listes à la proportionnelle contre ceux des députés qui, eux, iront au combat pour se faire élire sur leur programme et sur leur nom. C'est quoi une dose de proportionnelle? Ce serait quoi? Une dose de proportionnelle, c'est-à-dire si on est à 25% de proportionnel, il y aura des circos qui seront redécoupés, des circonscriptions qui seront redécoupées, il y aura des députés qui seront élus sur leur nom et d'autres qui seront élus sur des listes. Mais sur le fait qu'effectivement le Rassemblement national, 11 millions de voix, 6 députés, est-ce que c'est normal? Non, mais ça, c'est un autre sujet. Moi, il n'y a pas de souci. C'est pour ça que je vous dis, si on fait la proportionnelle, il faut qu'elle soit complète. Xavier Jacobelli, excusez-moi, je voulais seulement dire une chose. Enfin, d'accord, ce que vous dites sur l'imposition des listes. Déjà, on pourrait éviter de faire des listes décidées par les partis. Déjà, ça serait une autre correction. En plus, les députés élus aussi au proportionnel pourraient être choisis sur de petites listes, pas 20 personnes, mais de toute façon, on pourrait reconnaître les personnes. Et encore, j'ajoute la dernière chose, de toute façon, quand on est élu dans un parlement, on représente un territoire. C'est pas parce que j'ai été élu en proportionnel que je dois ne pas m'occuper de mon collège. Au contraire. Et c'est de ce point de vue, je pense qu'en France, on le fait très bien, plus que dans d'autres pays. Mais en même temps, la France n'est pas l'Angleterre, où il y a un système historiquement binaire, entre guillemets, et qui marche avec d'autres règles. Ouais. Alors, on a une auditrice, Corinne, qui voulait intervenir. Bonjour, Corinne. Oui, bonjour Sud Radio. Bonjour, on vous écoute. Vous nous appelez de Chamonix. Voilà, c'est ça. Donc, la proportionnelle, ça peut être une solution, mais est-ce que vous croyez que la proportionnelle va sauver à 25% la démocratie? Moi, je crois pas. Ouais. Je crois qu'il faudrait peut-être, comme la 5e le faisait, c'est que les députés soient élus à mi-mandat. Déjà, ce serait déjà pas mal. Qu'on fasse preuve de référendum, qu'on fasse, mettons, un grand plan sur la réforme de l'État. Discuter au Sénat, discuter à l'Assemblée avec référendum à la fin. Ça, c'est de la démocratie. Mais vous savez, on écarte le peuple. Il faut mieux dire 25% de proportionnel et la démocratie est sauvée pour refaire un mandat et ça sera le même cirque. Donc, à un moment, je pense que le général de Gaulle avait dit qu'il fallait faire des référendums, les députés à mi-mandat. Donc, je pense que s'il l'a fait, c'est qu'il aimait la France et qu'il y avait une raison. Et ces 25%, c'est un peu de la poudre perlimpinpin de la Macronie, même si le monsieur nous dit qu'il n'est pas d'accord. Voilà, ils sont tous un peu d'accord. Sur cette 25%, ça va atténuer un peu. Alors, mais non, il n'était pas dans cette ligne-là. Merci Corinne de votre appel. Oui, Sophie. Non, je disais que les référendums, moi je trouve que c'est bien. Il y a juste un problème, c'est qu'aujourd'hui, on le sait depuis longtemps, les référendums, les gens votent votent contre ou pour le mec qui a posé les questions. Il faudrait vraiment un référendum. Il faut les encadrer. Si on en faisait plus régulièrement, oui, c'est ça, si on en faisait plus régulièrement, ce ne serait pas la même réponse.
tel qu'on a eu pendant des années. Je rappelle quand même que le référendum sur la Nouvelle-Calédonie est passé, et le oui est passé très largement. Oui, enfin, souvenez-vous du référendum fait par le CESE pour le mariage pour tous, ça a été quand même la symbolique extraordinaire d'un échec non tenu en compte. S'il y a bien une maison qui devrait faire des référendums, c'est le CESE. Alors, on peut l'encadrer avec des règles. Si le référendum déjà est constitutionnel, on peut... Je parle malheureusement encore de l'Italie, mais parce que même si c'est un pays un peu désorganisé souvent, on a des règles très strictes et on vote pas tous les 4 matins. On a voté par exemple sur des sujets importants comme l'avortement, le divorce dans les années 70, mais après ça. 2 fois on a dit non au nucléaire. Question de société, il faut. Je pense que c'est de toute façon une des indications qu'on donne aux politiques. Et puis effectivement, l'idée de l'auditrice de faire élire les députés ou les parlementaires à mi-mandat, c'est un peu ce qui se passe aux États-Unis. Il y a besoin d'un contre-pouvoir pour éviter d'ailleurs qu'à chaque crise, on a des gens qui dévastent le pays parce qu'ils sont justement énervés contre telle ou telle politique. Pas telle ou telle couleur politique. Et alors, encore une fois, c'est le quinquennat qui est en cause parce que c'est aussi un problème. Bon, ben voilà. Allez, pour finir, une petite histoire. Moi, je suis pour le septennat unique. Oui, bah vous avez raison. Oui, comme ça évite d'être en campagne permanente. C'est un peu dur. Hein. Bah, ça dépend. S'il est très mauvais, 7 ans, c'est dur. 2 fois 5 ans, c'est pas mieux non plus. Hein. Non, mais s'il est très mauvais, il n'est pas réélu en principe. Bah, c'est assez rare en général, hein. Non. Ça dépend. Non, il y a eu Giscard, Hollande. Allez, pour finir, les gendarmes ont contrôlé la semaine dernière un conducteur d'une Ferrari à 153 km sur une départementale. Il venait d'acheter la voiture, il était même avec le vendeur de la voiture, et donc il a perdu son permis et sa Ferrari. Voilà. Il testait. Il testait la voiture. Oui, finalement, d'accord, c'est la loi, mais c'est triste. Ah, mais c'est pour éviter la tromperie sur Non, mais alors on n'achète pas de Ferrari. Il faut interdire les Ferrari. Oui, il faut interdire les Ferrari. Bon, donc conclusion de l'émission par Valérie, interdisons les Ferrari. Mais non, mais vous pouvez pas le rouler à 153 km. Oui, mais alors il faut interdire les Ferrari. Allez, c'est fini. Merci à tous les 4. On en fera un débat. Bonne semaine à tous et on se retrouve demain. Bonne journée sur Sud Radio.